Oye, on est content d'être en votre compagnie. Merci de nous rejoindre. Merci de regarder le Grand Talk. Nous sommes chez vous à la maison, vous nous accueillez. Ça nous fait énormément plaisir de vous savoir à nos côtés. Ce soir, autour de cette table, nous avons M. Daouda Coulibaly. Bonsoir Daouda, comment allez-vous? Salut mon bricot. Et toi, comment tu vas? Ça va très très bien. Je me porte comme un panda. Voilà. Isabelle Vauvert est avec nous. Bonsoir Isabelle. Salut Brice, salut à la team. Bonsoir chez vous. Il y a à ma droite Madame Meydith Broubleu. Bonsoir Madame Bleu. Bonsoir Brice. Comment ça va? Très bien. Très bien. Élisée Poloubeux est juste à votre droite. Bonsoir Élisée. Bonsoir Brice. Bien votre mardi? Super bien. Ok. La semaine a bien démarré en tout cas. Elle a bien démarré cette semaine, pas pour les propriétaires de cette usine de matelas. Regardez les images et on va la commenter après. Quelle voiture? Non, c'est loin. Ce sont les images d'une usine de matelas à Port-Boué, malheureusement, usine qui a été victime d'un incendie. Et là, on voit les populations riveraines en train de... Bon, après, j'ai des doutes sur les intentions des uns et des autres. Premièrement, j'aurais dit en train de sauver l'usine, mais quand même, il y a une partie de moi qui dit pas que. Et Élisée Poloubeux, on a décidé de commencer cette émission avec ces images-là. C'est vrai qu'on est un peu triste pour l'usine, mais bon. Ouais, c'est une grande tristesse. Moi, je n'ose même pas imaginer le préjudice aujourd'hui perdu par cette usine-là, le préjudice causé par cet incendie. En tout cas, ils ont tout notre soutien. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas difficile même de faire des affaires et puis voir une affaire qu'on monte aller en fumée comme ça, c'est déjà très tragique. J'espère pour cette usine qu'elle est assurée et donc que l'assurance pourra peut-être derrière apporter, je dirais, la compensation qu'il faut. Mais en même temps, je note aussi vraiment je dirais la misère morale de tous ces gens que je vois qui sont en train de se courir avec les matelas qui ne sont pas de volés. C'est quand même triste en fait. Et ce qui est dommage, c'est qu'ils ne sont même pas conscients que ce qu'ils sont en train de se faire, ce n'est pas forcément faire du tort à l'usine, mais c'est faire du tort à eux-mêmes. Ces images qu'on voit là, ce sont des preuves. C'est-à-dire que demain, si on a besoin de rattraper des voleurs, des gens qui ont pillé l'usine, on pourra simplement regarder ces vidéos et puis les identifier et les attraper. Et après, on criera au loup que non, on est en train de martyriser ou bien en train de... Mais ce n'est pas sérieux. Il faut qu'arrive un moment quand même, nos populations, nos jeunes, et puis la majorité des jeunes encore, on dit année de la jeunesse, pas année du vol. Vraiment, c'est dommage de regarder des choses comme ça. Daouda, votre avis sur la question? Bon, moi, j'ai un avis assez mitigé sur la question. Comme tu le disais, au début, je pensais que pour l'Ivoirien nouveau que je suis, l'idéal était de prendre les matelas et de les garder quelque part. Mais la question que je me pose en tant qu'Ivoirien lambda, je me dis, quand on sauve les matelas, quand on ne sauve pas, si on laisse les matelas, ça va brûler. Au moins, des gens ont pris, ça va servir à des personnes, à ces personnes de dormir sur un matelas. Mais je suis d'accord avec toi, sincèrement. Après, si on les attrape, c'est à leur risque et péril. Mais au moins, s'ils laissaient les matelas dans l'usine, bon, ça va aller en fumée aussi, quoi. Non, il faudrait être solidaire, prendre les matelas, les sécuriser, mais c'est ce que j'ai dit. ne pas les voler. C'est ce que j'ai dit. C'est au risque de leur vie, en fait. Justement, c'est ce que je dis. dis. Et vous rentrez dedans, vous venez vous servir. Mais est-ce que vous vous rappelez pendant la crise post-électorale Oui. qu'on a vécue ici en 2010-2011? Pendant que les gens tiraient, il y a des gens qui cherchaient à aller casser les magasins pour prendre des sacs de riz. Parce que c'était n'avait pas. Je veux dire, c'est pas normal, c'est pas juste. Parce qu'il faut le dire clairement, c'est pas juste, c'est pas normal. Mais je veux dire, quelque part, s'ils laissent ces matelas aussi, ça va brûler. Au moins, ça servait à quelque chose. Daouda sont sérieux. L'image qu'on est en train de voir, je prends juste même cette portion de vidéo que nous voyons actuellement, cet espace qui est là, ce n'est pas un espace qui est incendié. L'espace à côté du camion, à côté de la benne, ce n'est pas un espace incendié. Je suis d'accord. On pouvait donc prendre les matelas et les rassembler là, parce qu'on veut les protéger. Mais on ne prend pas les matelas pour les envoyer chez soi, et puis on dit non, parce que si on les laissait, ça allait brûler. Donc on a préféré les envoyer chez soi. Non, c'est justement ça. Élisée, sur les organes, parce que la vidéo qu'on voit ici, on ne voit pas quelqu'un en train de rentrer avec ses matelas chez lui à la maison. Non, on a vu un bout de vidéo des gens en train de sortir avec ses matelas. Non, ils prennent des directions différentes. Ils sont en train de piller. Oui, mais sûrement que c'est un peu loin du feu, tout et tout. Moi, je suis d'accord avec vous. L'Ivoirien nouveau que je suis,
Attends, ça fait 3 fois qu'on l'entend. Mais apparemment, il est très loin d'être nouveau. Parce que cela justifie un vol, bon, je ne vois pas à quel moment il devient nouveau. justifie à aucun moment un vol. J'ai ce mot-là également, la bouche, l'ivoirien nouveau. Parce que quand j'ai vu ces images, je me suis dit, normalement, l'ivoirien nouveau ne rentrerait pas dans une usine en feu. Au péril de sa vie. C'est très dangereux. Mais derrière, malheureusement, il y a une réalité, la pauvreté. Il a parlé de misère morale, la misère morale, mais aussi la misère, même au sens propre. la vraie misère. Donc, vous n'imaginez pas peut-être les difficultés que ces gens vivent. Je ne justifie pas le vol. C'est dommage de voir ces genre d'images parce que ces images vont se promener sur le web, vont se promener partout dans le monde. Et on va encore dire pauvre Afrique. Mais c'est une réalité parce que... Edith, non, c'est même pas seulement en Afrique. Il veut droit sur son chemin. Parce que en quoi, pardon, Brice, excuse-moi. Je ne justifie pas le vol. Je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord. On me dit non, derrière, c'est la pauvreté. Mais en quoi le fait d'aller prendre un matelas, voler un matelas, tu sors de la pauvreté? En non, quoi? mais Élisée, en même temps, non, c'est parce que de la manière... Oui, Élisée, ton postulat est mauvais. Ils n'ont pas les moyens pour s'acheter un ton postulat est mauvais parce que, pourquoi? à t'entendre, tu donnes l'impression qu'en fait, nous sommes en train de justifier un vol. À aucun moment, personne sur ce plateau ne justifie le vol de ces matelas. Ce qu'on essaie de te dire, c'est que si... Normalement, ils devaient les mettre à côté ou bien les regarder. Mais je me dis, j'essaie de relativiser pour dire, le matelas reste dans l'usine, ça part en fumée. Je ne suis pas d'accord avec toi. C'est mon avis. C'est ce que j'appelle en bon français la justification. Mais je veux dire, ça ne veut pas qu'on justifie un vol. Non, c'est la justification. La sécurisation des matelas contre l'incendie, là, je ne suis pas d'accord. Parce qu'ils ont du personnel, ils ont des équipes pour faire ça. Les pompiers, ils étaient certainement sur le terrain également en train d'éteindre l'incendie, mais sécurisé, non, je ne suis pas du tout d'accord. Mais en même temps, où était la police? Moi, j'ai juste envie de dire, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Exactement. Voilà. Moi, ça résume vraiment la scène que je suis en train de voir, et je trouve ça vraiment dommage. Quand on parle d'Ivoire, non, mais moi, je suis contre cet adage. Cet adage ne s'applique pas ici. Non, mais Élisée, tu as parlé, on t'a écouté. Voilà, franchement, je dis, il faut qu'on fasse preuve de solidarité. Il faut qu'on fasse preuve de solidarité. Toutes ces personnes qui étaient autour auraient pu, en fait, aller tout simplement aider l'usine, en fait. En tout cas, les gens qui sont là-bas, plutôt que d'aller voler, piller, en tout cas, le matériel qu'il y avait. Alors, on parlait de pauvreté, je ressente le débat. On parlait de pauvreté, c'est sur quoi vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Mon cher Élisée, je me tourne vers vous par cette question. Vous imaginez que ces personnes-là peuvent aller au-delà de ce qu'elles vivent comme réalité? Ou si vous pensez aujourd'hui que ces personnes-là peuvent estimer, au péril de leur vie, aller voler un matelas, est-ce que vous ne pensez pas peut-être que ces personnes vivent dans un état, dans une situation de précarité quelconque? Mais Brice... Pour faire d'un matelas un sésame au prix de leur vie? Non, je pense qu'il ne faut pas déplacer le débat. Parce que tout acte qu'un individu pose, il pourra te justifier ou te donner une raison qui l'a poussé à faire cet acte. Si on veut aller sur la question des raisons, de regarder la situation sociale des individus pour trouver des excuses ou bien pour essayer de leur prêter des raisons par rapport à leurs actions, on ne s'en sortirait pas. Ce qu'ils sont en train de faire, ils ne sont pas les plus pauvres de la Côte d'Ivoire, ils ne sont pas les plus pauvres du quartier, ils ne sont pas les plus pauvres d'Abidjan. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est du vol. Et ce vol-là, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois nanti, que tu ne sois pas nanti, poser un acte de vol, c'est un vol. Et rien ne doit être en mesure de justifier qu'on puisse dire parce qu'ils sont dans une telle situation, ça c'est... Je ne suis pas d'accord. Je trouve que ce n'est pas normal. Élisée, on n'a pas justifié. Non, je viens. Moi, pour moi, la première chose d'abord, la première chose qui est importante de faire, on est sur un plateau de télé, fustigeons déjà l'attitude. L'acte qu'ils sont en train de poser là. Élisée, c'est ce que tout le monde a fait. Tu ne vas pas faire la morale. Tu n'as pas fait ça. Élisée, tu n'as pas fait la morale à quelqu'un. Non, tu n'as pas fait ça ici. Non, tu ne feras pas la morale à quelqu'un. Tu ne feras pas dans la mesure où, dès l'entente du propos, chacun de nous ici a condamné cela pour dire que ce n'est pas normal. Mais c'est faux. Non, mais après, on a trouvé des circonstances. Non, s'il vous plaît. Tu ne peux pas monter sur tes grands chevaux, dire oui, on est sur un plateau de télévision. Non, arrête. Il ne faut pas faire ça. Ne t'érige pas dans des leçons. On a de donner des opinions. S'il vous plaît, Élisée Daouda, s'il vous plaît. Je pense que vous êtes sur un plateau de télévision également. Bien sûr. C'est qu'à un moment, vous avez un modérateur et vous allez avoir la parole, vous avez un temps de parole. Donc, si moi, je pense que je suis en train de développer mon idée. Hein. Et c'est lui donc qui est rentré dans l'indiscipline, on sait d'où elle vient. Non, mais c'est pas de mon côté. À un moment donné, je vous interpelle sur la question. S'il vous plaît, on ne va pas juger la discipline ou on ne va pas juger qui est donneur de leçons ou pas. Élisée, vous terminez votre point. Daouda, si vous avez un point à réagir, vous faites tout à l'heure. Bien sûr. Et je répète ma phrase. Je dis, nous sommes sur un plateau de télé et je ne suis pas en train de donner des leçons à quelqu'un. La chose qui est importante de dire, quand il y a des actes délictueux qui sont en train de poser, il faut fustiger. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est du vol et ça, c'est à condamner.
rien ne doit justifier le fait qu'ils aient agi de cette manière. Ça, déjà, il faut qu'on soit clair là-dessus. Des gens sont dans une situation de détresse, à défaut de pouvoir leur apporter un appui, mais vous restez tranquille dans votre coin. Mais vous n'allez pas les dépouiller en plus, vous n'allez pas encore en rajouter à leur souffrance. Et c'est ce que je fustige. D'accord, mais on est d'accord que, Daouda, et vous avez la parole en ce moment, que juste avant de commencer, ce que j'ai dit, dès l'entame, j'ai dit... Je vous le donne. Ok, voilà. Vous n'avez pas, vous avez condamné l'acte, en essayant d'expliquer peut-être les raisons qui pourraient motiver ces personnes à poser un acte. En fait, mais ce n'est pas pour dire que vous êtes d'accord avec. C'est ça, justement. Voilà, sans les justifier. Sans justifier, je disais seulement que je condamne l'Ivoirien nouveau que nous sommes, et je savais la 4e fois, l'Ivoirien nouveau que nous sommes, on devait garder ces matelas à côté pour aider l'usine. Mais malheureusement, je vais dire, j'ai trouvé la circonstance pour dire, même si on laisse les matelas, ça va brûler. Et donc, on en revient au fait qu'au-delà de tout ça, je pense, pour conclure, il y a un travail de civisme également à mener, parce que toutes ces campagnes de civisme, d'Ivoiriens nouveaux, ce résultat qu'on voit, je veux dire, c'est un résultat minime. Là, malheureusement, on a une usine qui brûle, mais on doit pouvoir le voir dans les actes au quotidien. Donc, une usine brûle, ne pas profiter de la détresse d'une entreprise pour se servir dans son matériel. Voilà. Très bien. On va même supputer plusieurs fois. Je crois que les résultats des enquêtes concernant les raisons de cet incendie-là vont peut-être être connus. On comprend bien votre position, M. Bolougbe, pour dire que vous êtes toujours très triste, et nous tous d'ailleurs sur ce plateau, de constater que notre jeunesse peut encore être en train de s'adonner à ce genre d'actes. Je crois qu'on est tous d'accord, peu importe les raisons, mon cher Daouda, on va condamner cette situation. On va surtout déplorer le fait qu'aujourd'hui, une usine part en fumée. Et c'est des employés qui n'auront pas de travail. Exactement, il y a tout cela. Bon, on va finir avec une note de sourire quand même. Regardez, vous allez regarder la vidéo attentivement. Il y a et là, c'est encore, ça va rajouter peut-être un tout petit peu la tristesse d'Élysée, mais bon, allez, mieux vous en sourire pour ne pas en pleurer. Si vous regardez sur les images de cet incendie. Il y a quelqu'un qui coupe. C'est pas le gars qui coupe, mais c'est une petite fille. Oui, une petite fille, qui s'en va. Voilà, elle s'en va. Ça, c'est à l'aller. Elle va revenir avec un matelas d'une place. Je pense qu'elle peut devenir une prochaine athlète aux Jeux Olympiques. Pour remplacer Muriel Aouré. Voilà, exactement, Muriel Aouré ou Marie-Jo. On va la revoir. Allez, elle est de retour. Elle revient. Dans 15 secondes, elle sera de retour avec son matelas d'une place. Attention, vous la voyez? Non. Ah, elle revient. Allez, elle est de retour. La sprinteuse. On condamne cet acte. Non, on condamne. Élysée, je te jure, on condamne. Bien sûr. Mais quand même, comme Vovon le disait, le malheur des uns faut faire le bonheur de d'autres. Bon, allez, on a condamné. On va s'arrêter sur la condamnation et passer à un autre sujet, s'il vous plaît, avec votre permission. Bon, allez, cette fois, c'est un autre acte d'incivisme. C'est une policière en service donc, qui a été traînée malheureusement sur la voie par un conducteur. Et là, je vous donne la parole, Élysée Bolougbe. C'est déplorable. Et malheureusement, on se disait qu'on était bien loin de cette situation-là. Mais que nenni. Non, mais le degré d'incivisme déjà des populations aujourd'hui nous amène à assister malheureusement à ce genre de situation. Aujourd'hui, on n'a plus de considération ni de respect pour la tenue, pour ceux-là qui incarnent la République. C'est dommage, mais c'est la triste réalité qu'on constate. Là, tu traînes un policier. Bon, je ne sais pas trop les circonstances. On explique un peu. On nous dit qu'elle a arrêté le chauffeur et qu'elle lui a demandé des pièces. En tendant sa main, il l'a attrapé puis il l'a trimballé sur la route sur un bon bout de tronçon. C'est dommage. En tout cas, moi, je crois qu'il faut sévèrement punir cet acte-là. Et j'espère que l'auteur de cet acte-là, en tout cas, sera sévèrement puni. Parce qu'il faut arrêter. Arrivé un moment, il faut quand même qu'on puisse arrêter cette attitude vis-à-vis des forces de l'ordre. Quoique, on est tous unanimes, mais que parfois, on est devant des situations qui peuvent sincèrement heurter, qui peuvent même vraiment nous heurter de la part même de ces agents de force de l'ordre. Mais comme je le dis toujours, force reste à la loi. Ce n'est pas parce qu'on a été victime d'une attitude qui soit désobligeante d'un agent des forces de l'ordre qu'on est obligé de se faire justice soi-même ou bien d'attenter à la vie de la personne. Ce n'est pas du tout normal. Ben oui. Voilà, ce n'est pas du tout normal. Je crois que quand même, il faut à un moment qu'on arrive à adopter une société qui soit une société quand même où on respecte plus ou moins les éthiques, les droits. C'est vrai que même dans les sociétés les plus développées, il y a des bavures, il y a des actes même des forces de l'ordre qui sont pas des actes, qui sont des actes répréhensibles. Mais il y a une procédure, il y a des lois, il y a une manière de conduire tout ça. C'est-à-dire qu'on sent quand même que la chose est prise en compte et une procédure qui permet de traiter la question. On ne va pas toujours vouloir aller vers les États qu'on estime être des États développés et puis maintenir des attitudes qui sont pour moi des attitudes vraiment de la préhistoire, un peu quand même dans nos attitudes, quoi.
Donc c'est dommage en tout cas qu'on se retrouve dans J'ai un avis, ensuite j'ai les deux L'idée, dames. c'est que moi, ça me rappelle un fait qui s'est passé du plateau à Treichville. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Exactement, bien sûr. exactement. Le chauffeur de taxi, encore une fois, qui a trimballé un policier du plateau jusqu'à Treichville. En fait, quand tu regardes cette situation qui s'est passée au niveau des Sébrocos, ça prouve que les chauffeurs aujourd'hui sont en train de manquer de beaucoup de civisme. On parlait tout à l'heure de civisme dans le premier sujet, mais c'est assez grave de tirer la main d'une policière et de la traîner. Pour moi, sincèrement, il voulait la tuer. Il voulait apporter atteinte à son intégrité physique. Et ça, c'est très dangereux, c'est des choses à condamner. C'est vrai que sur ce plateau, généralement, j'ai tendance à porter le glaive vers les policiers, mais ce n'est pas normal d'avoir ce genre d'action. On vous arrête, arrêtez-vous, prenez votre contravention, allez-y payer, ou bien soit il y a des moyens, il y a des voies de recours pour se faire entendre. Mais ce n'est pas nécessaire de poser ce genre d'acte. Parce qu'après, nous sommes encore les mêmes à crier sur les policiers, ils ne font pas ci, ils ne font pas ça, ils ne font pas ci, ils ne font pas ça. Pourtant, c'est des gens qui mettent leur vie en danger tous les jours pour notre sécurité, pour que nous, on puisse dormir en paix et dans la quiétude. Sincèrement, je condamne l'acte. Bon, en plus, je suis très heureux de vous annoncer qu'on voyait les images dont vous parlez dans le fond. Voilà, c'était en 2000, je sais pas comment, 2020. Il faut que je trouve la date. Dans les, Élisée, vous confirmez, Madame Bleu, certainement, dans les infractions qui vous font perdre des points, le refus d'obtempérer, Oui, bien, bien sûr, vous fait fait perdre partie. 3 ou 4 points. Et je pense que là, au-delà, il faut même aller au-delà même de Mais la lui, question on du doit lui permis. arracher son permis. Ben oui, non, mais au-delà même du retrait du permis, c'est surtout... Il a été interpellé. Voilà, il sera jugé, arrêté sérieusement. Ben oui, Jugé parce et que... condamné. Et moi, je voudrais Parce que- revenir rapidement sur... 5 secondes, parce qu'après, rapidement. j'ai la... C'est là où le travail de sensibilisation du syndicat des transporteurs transporteurs, oui. devrait s'accentuer. On a reçu leur président. C'est ce travail-là qu'ils devraient mener pour sensibiliser leurs chauffeurs. On a parlé de permis à points. Ça a dérangé le fait qu'on parle de permis à points de l'institution. Mais ça soulage aujourd'hui. Ça soulage aujourd'hui. Ouais. Et c'est vraiment là où ils devraient mettre l'accent, sensibiliser leurs chauffeurs au civisme, au respect du code de la route pour éviter ce genre de situation. Non, mais mais puis il y a après, un au-delà, autre Élisée en parlait, Daouda aussi, certainement, Isabelle. Non, mais- C'est au respect même, au respect également de la tenue. Non, exactement. Ben, parce que là- J'en suis venu juste à la fin. Voilà. Non, mais il y a, Isabelle, il y a j'ai un- 5 secondes avant. Oui, il y a un autre fait aussi. Enfin, moi, en tout cas, je suis fatiguée de tous ces contrôles de police routiniers à tous les coins de rue. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on arrive, en tout cas avec le ministère des Transports, à avoir de la un sécurité. système et de la sécurité, à avoir un système, en tout cas, qui puisse signaler si une voiture n'est pas en règle ou alors identifier si la personne n'a pas mis sa ceinture, etc. Et qu'à 1 kilomètre, à ce moment-là, si la voiture a été identifiée, elle puisse être contrôlée. Mais à chaque fois qu'on va passer, on va nous contrôler comme ça. Je pense qu'à un moment donné aussi. Oui, normalement, il y a la vidéo-verbalisation. Parce que dans Allez, les pays, c'est bon. les, Allez, pays je les vous plus ai- modernes, je on sais voit que c'est un pas ça, sujet, en fait. Ça je sais que c'est un agace, sujet qui donc, passionne. Voilà, un point, Et il y a c'est un beaucoup de point choses, intéressant, mais il y a d'accord, beaucoup de choses oui. à dire. Bon, justement, C'est on vrai aura qu'on ne voit beaucoup de pas choses à dire. beaucoup de policiers dans les rues. Mais en bon, Europe, mesdames, ouais, je ouais, suis d'accord. obligé de vous retirer les paroles. Merci. Pas des points, heureusement. Pas de points, pas de points, mais juste la parole. Bon, allez, j'ai Sarah qui arrive, qui fait son baptême de feu sur notre plateau ce soir. Pour la chronique économique, s'il vous plaît, on va la recevoir avec beaucoup de plaisir. Bonsoir. Bon, pendant que Sarah s'installe, nous, on voulait juste vous rappeler que vous êtes très nombreux donc, à nous écrire sur nos pages de réseaux sociaux vos différentes réactions concernant différents sujets qui passionnent. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais on en parle et on provoque la réflexion donc, à travers les différents sujets qu'on aborde sur le plateau. Bonsoir Sarah, comment allez-vous? Très bien, merci. Merci. Bienvenue dans l'équipe du Talk. Merci beaucoup. Et ce soir, vous parlez du financement de jeunes. Alors, je vous présente Daouda, que vous connaissez. Voilà. Comment ça va, Sarah? Il est très galant. Bienvenue. C'était le représentant de la galanterie sur le plateau. Oui. Bon, Élisée, c'est un autre level. Lui, s'il était capable de se lever pour venir vous faire un baise-main, Bizarrement, quand il est galant. quand j'ai entendu financement des jeux, tu sais à qui j'ai pensé? À Élisée Bolougou. À Élisée Bolougou. Ben voilà. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui s'amuse en fait à le surnommer DJ Gouv. Ah bon, Élisa? Ouais, si. DJ quoi? DJ Gouv. DJ, Le DJ du gouvernement. DJ Gouv. Qui ça, Élisée? Mais pourquoi vous faites ça? Élisée, j'aime bien votre calme. Franchement, j'apprécie votre calme. Alors, ce qu'on va faire, Isabelle, je vais vous passer un message subliminal. Oui. Vous avez besoin de rectifier un tout petit peu le micro de Sarah. Pendant ce temps, Élisée, je me tourne vers vous parce que face à toutes ces accusations, vous restez de marbre parce que vous ne répondez pas à ces coups de pied.
Non, moi je... Non, ça veut dire rien. Non, j'ai aucun souci à ça. Chacun, on est dans un pays démocratique où vraiment la parole est libérée. Wow. Chacun, selon sa conception des choses, selon son entendement, peut décider de me qualifier comme il veut. Moi, la seule chose qui est importante pour moi, c'est de rester vraiment focus et de rester en conformité avec ma conscience. Voilà ce que je pense, c'est ce que je dis. Et ça peut ne peut-être pas plaire, mais je suis en conformité et en adéquation totale avec ma conscience. Et ça, c'est suffisant pour moi. Vous êtes un homme cohérent et ça, voilà. c'est bien. Sarah, je suis à vous. Ça doit aller. Ça, finalement, je crois qu'on va partir avec. Très bien. Alors, avec vous, on parle justement de financement de jeunes. Tout à fait. Alors, bon, merci d'abord pour cet espace. Et voilà, ma première chronique, je voulais la dédier à la jeunesse ivoirienne et donc au secteur de l'éducation. Et donc revenir sur cette énorme enveloppe de 360 milliards qui a été récemment annoncée par le gouvernement, mais pour tenter précisément de répondre à la question qui peut d'ores et déjà en profiter et en bénéficier. Mais peut-être qu'avant de répondre précisément à cette question, on pourrait revenir un petit peu sur le contexte. Et pour le contexte, on ne le répète peut-être jamais assez, mais la Côte d'Ivoire reste quand même l'une des économies les plus performantes et dynamiques d'Afrique subsaharienne. Et d'ailleurs, très récemment, l'agence de notation Fitch vient de confirmer un taux de croissance de 7% pour l'année 2023, ce qui est très important. Seulement avec plus de 400 nouveaux jeunes entrant sur le marché du travail chaque année, le gouvernement fait face ici à une difficulté pour absorber cette masse salariale. Le taux de chômage, on nous dit, est autour de 40% pour les 15-24 ans, selon les dernières données de la Banque mondiale. C'est énorme, mais les raisons sont nombreuses. Et le manque d'accès à des formations de qualité et d'excellence, je dirais, vient en fait accentuer le problème. Or, la jeunesse, on le sait tous, c'est quand même l'atout le plus important et le plus abondant du pays. Il est donc tout à fait naturel que le gouvernement fasse de la jeunesse sa priorité absolue. Pour un petit rappel, parce que j'aime bien les chiffres, mais 75% de la population a moins de 35 ans. Donc 360 milliards, ça paraît très important, mais c'est donc le montant alloué pour l'année 2023 pour insérer plus de 600 000 jeunes. Le montant peut surprendre, mais il faut savoir que c'est un plan qui ne date pas d'hier. Ça fait plus de 10 ans que le gouvernement travaille sur ce chantier avec différents bailleurs de fonds. Et c'est parce que justement ce plan a fait ses preuves que des institutions comme la Banque mondiale a renouvelé sa confiance. Donc le gouvernement a deux objectifs majeurs. Donc, le premier, c'est d'offrir mieux et plus de formation dans des secteurs dits clés, incluant l'agriculture, les services, mais aussi le digital. D'ailleurs, pas plus tard que ce week-end, un nouveau lycée professionnel a été inauguré dans la région du Béké. Et deux, développer et soutenir l'entrepreneuriat, un point très important. Alors, qui est concerné? Des hommes et des femmes âgés entre 18 et 40 ans. Et qui pourront passer via des organismes intermédiaires comme l'agence Côte d'Ivoire PME par exemple pour organiser les appels d'offres. Donc l'objectif est simple, c'est d'offrir des formations et un accompagnement technique durant toute la phase du lancement de votre entreprise en tant que nouvel entrepreneur. Et il y aura plus de 1000 incubateurs répartis tout autour du territoire, ces structures d'appui qui pourront accompagner ces entrepreneurs. Et la bonne chose, c'est que sur la base de la qualité de votre business plan, de votre plan d'affaires, vous pourrez bénéficier d'une subvention de démarrage à la condition d'apporter 20% des coûts d'investissement. Voilà, et je pense que le dernier point important, c'est aussi de noter que même si vous n'êtes pas encore entrepreneur, que vous n'avez pas forcément de formation ni de capital, il y aura des formations dédiées, des modules, du matériel pédagogique pour vous aider à vous lancer aussi dans l'entrepreneuriat et vous apporter les outils nécessaires. Donc voilà, restez très à l'écoute de l'avancement de ce programme. Je pense qu'il peut concerner énormément de jeunes, surtout pour l'année 2023. Donc voilà, merci beaucoup. Sarah, je vous remercie. Ouais, merci vous êtes tous soulignants comme ça. Ce que j'ai retenu, c'est quand même 20% voilà. d'apport initial. Oui, 20% d'apport initial. Okay. Oui. Merci beaucoup. Merci Sarah, on se retrouve certainement mardi prochain. Et là, on va travailler un peu sur le béquet. Nous sommes de retour sur le plateau des Grands Talks. Et avec comme chroniqueur sur ce plateau, ce soir, Monsieur Élisée Bolougbe. Toujours. Toujours. Hein. L'homme de Pogouin. Toujours. Daouda, vous connaissez le principe de la prise de parole, c'est tant qu'on ne vous montre pas. Toujours, Daouda. Tant que vous n'avez pas la parole, vous voilà. ne prenez pas la parole. Voilà. Tu es comme un Burkinabé, on ne te donne pas à moitié des forêts. Tu vas tout gratter. Daouda. C'est un compliment. Venez de Daouda, c'est un compliment. Bravo. On continue. Daouda. Madame Bleu. Oui.
Oui. Vous avez le temps d'une pause pour avoir les yeux dans votre ordinateur. Exactement. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Le temps d'une pause, Isabelle avait des projets. C'est le cas de le dire. Et puis, Daouda, bon, évidemment, j'ai plus besoin de présenter. Vous êtes présenté vous-même dans la présentation de quelqu'un d'autre. Allez, vous avez fait ça comme ça, on va vous punir Je comme sais ça. que tu m'aimes bien, Brice. Oui, bien sûr. Je pense à vous tous les soirs, je vous promets. Oui, moi aussi je pense à toi tous les soirs. Mais pas... Ne pensez pas à autre chose. Hein. Daouda, mais vous devez rien à personne. Personne n'a pensé à Tu autre n'as même chose. pas besoin de te justifier, Maintenant, voilà. en fait. L'homme de Pebouin, il a l'esprit, l'imagination fertile. Allez, nous a rejoint sur le plateau du Grand Talk Serge Kofi. Vous êtes ingénieur consultant en génie électrique. Vous êtes surtout président de l'ADN. Très très bien. L'Alliance de l'Ivoirien Nouveau. Vous avez présenté officiellement donc votre mouvement, votre parti, je le dis. Notre mouvement. Votre mouvement, Oui. d'accord. Donc le premier terme, il était le bon. Le 25 mars dernier, Oui. donc, dans un hôtel pas très loin d'ici, Oui. hôtel Capitole. Oui. Alors, est-ce qu'on peut présenter l'ADN à nos téléspectateurs? Qu'est-ce que c'est l'ADN? Vous avez parlé de mouvement. De quel mouvement s'agit-il? Ben, bonsoir, monsieur, bonsoir à tous vos collègues. L'ADN, c'est l'Alliance de l'Ivoirien Nouveau. Alliance de l'Ivoirien Nouveau parce que nous estimons que après 10 années de guerre, l'Ivoirien devait changer de paradigme. Alors nous avons mis en place l'Alliance de l'Ivoirien Nouveau pour inviter tous les Ivoiriens à ce changement de paradigme. Voilà pourquoi l'ADN est né. Dans l'acronyme, quand même, pardonnez-moi, il y a quelque chose qui m'embête un peu. Vous êtes l'Alliance de l'Ivoirien Nouveau. J'ai l'impression qu'il y a le I là qui Pourquoi figure pas. AIN, par exemple? Oui, c'est fait exprès justement pour avoir l'ADN, parce que nous voulons inviter les Ivoiriens à leur vrai ADN, du point de vue génotype, du point de vue phénomène biologique qui caractérise l'Ivoirien. Et qu'est-ce qui caractérise l'Ivoirien? L'ADN de l'Ivoirien est caractérisé par sa recherche permanente de la paix, de la cohésion sociale, de l'unité nationale, de l'amour pour sa patrie. C'est cet Ivoirien nouveau-là que nous voulons revoir en Côte d'Ivoire. Nous invitons les Ivoiriens à revenir à leur vrai ADN. Et c'est pour cela que nous avons ellipsé le sigle de l'Ivoirien pour garder ADN. Vous avez vu les images de l'usine qui brûlait, donc avec les badauds qui venaient se servir, donc voler des matelas. Oui. Qu'est-ce que cela vous inspire en fait? Vous qui voulez arriver à cet Ivoirien nouveau, dans votre démarche, dans votre mouvement. Bon, vous voyez que cette scène, elle n'est pas exclusivement une scène ivoirienne. Dans beaucoup de pays au monde, même les pays dits développés, quand il y a ce genre d'incident, on voit aussi souvent ce genre de scènes. Au Nigeria, il y a des vols de carburant lorsqu'un camion se renverse. Aux États-Unis, pendant des émeutes. Mais c'est vrai que ce n'est pas lié, mais c'est déplorable, c'est condamnable. C'est déplorable, c'est condamnable. Et on ne dira pas que... Mais l'Ivoirien nouveau invite l'Ivoirien à corriger ce genre de comportement. C'est un incident. Est-ce qu'on ne peut pas rassembler toutes ces affaires pour... Voilà. Mais ce n'est pas exclusivement ivoirien. Moi, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui vous motive en fait. Est-ce que vous avez des ambitions politiques? Qu'est-ce qui vous motive concrètement à lancer ce mouvement-là? Les ambitions politiques ont toujours existé depuis mes années universitaires. Mais ce qui nous motive, c'est les leçons que nous avons tirées des 10 années de guerre passées. Et aujourd'hui, nous revenons en Côte d'Ivoire après avoir passé 10 années et demie hors du pays. Et notre défi, c'est de trouver quelle sera notre contribution au développement de cette Côte d'Ivoire nouvelle, à la reconstruction de notre pays. Voilà pourquoi, justement, nous avons mis en place cette structure, l'Alliance de l'Ivoirien Nouveau. Serge Kofi, vous êtes aujourd'hui président de l'ADN, pardon. Vous avez été précédemment secrétaire général de la FECI. Exactement. Très très bien. Vous avez été secrétaire général de FECI, vous avez été hors de Côte d'Ivoire 10 ans, vous revenez. Avant de rechercher l'Ivoirien nouveau chez quelqu'un d'autre, certainement que vous, dans votre introspection, vous vous êtes dit, comment moi, je pourrais être un Ivoirien nouveau? Comment s'est fait vous-même le déclic pour déclencher ce changement? Qu'est-ce qui a causé tout ça? Oui, mais c'est parti du fait qu'on a eu d'abord la chance de parcourir beaucoup de pays dans notre exil. Et on a découvert à un certain moment donné qu'on ne peut qu'être mieux chez soi. Et
durant les années de guerre, puisque nous étions dans un environnement social favorable à ce désordre, nos discours ont été par moments enflammés. Et nos discours ont été assez sévères concernant notre pays. Et tout ça, on ne peut pas le voir parce que nous étions dans un climat, dans un environnement de guerre. Mais quand la guerre est finie, mais tous ceux qui ont contribué à donner cette guerre-là doivent retrousser les manches pour reconstruire ce pays qui a été détruit par la guerre. Alors, de l'extérieur où nous étions, nous avons vu la Côte d'Ivoire en chantier, avec la contribution de tous les fils et filles du pays. Alors, depuis là où nous étions, nous avons déjà réfléchi à quelle peut être notre contribution à la reconstruction de cette Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi, toujours, je répète que quand on sort de guerre et qu'on décide d'apporter sa contribution à l'édification d'une nation nouvelle, cela passe nécessairement par le pardon. Et donc, à toutes les tribunes qui me sont offertes, je demande toujours pardon à tout individu lambda qui a pu être blessé par nos actions, par nos propos, par attention ou même par inattention. En même temps, nous pardonnons aussi à ceux qui, d'une manière ou d'une autre, nous ont blessés, nous ont offusqués. Et c'est ça le prix de la vraie réconciliation que nous cherchons. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui peuvent dire qu'aujourd'hui, ce bâton de réconciliation, de pardon, c'est un peu une opportunité que certains utilisent pour pouvoir faciliter leur retour, pour pouvoir faire un peu table rase des actes qu'ils ont posés, pour pouvoir se projeter dans un avenir. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens? Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui mettent en doute votre sincérité dans cette démarche de réconciliation, de pardon? Mais une chose, c'est de prôner le pardon. Mais une autre, c'est de poser des actes qui vont dans le sens du pardon. Et c'est à travers les actes qu'on va poser dans les jours à venir, à travers les tournées nationales que nous allons engager, qui va prouver notre sincérité ou peut-être notre mise en scène. Mais du fond du cœur, nous croyons que nous sommes sincères dans ce que nous faisons. Puisque les autorités en place, nous sommes arrivés, ça fait maintenant 1 an. En venant même au pays, il y avait quand même quelques petites inquiétudes quant à l'invitation faite par le président de la République de voir tous les Ivoiriens revenir au pays, le président Alassane Ouattara. Et il y avait quand même quelques petites inquiétudes. Mais nous sommes arrivés et 1 an après, je crois que l'épée de Damoclès qu'on redoutait tant n'est réellement pas suspendue sur nos têtes. À partir de cet instant, quand cet environnement est créé, qu'est-ce qu'on fait pour que dans nos discours, dans nos actions, les parents, les amis, nos sympathisants qui ont encore peut-être des réserves quant à la réconciliation réelle, qu'est-ce qu'on fait pour dire à ceux-là qu'on passe d'une étape à une autre étape? Et c'est pour ça que l'ADN arrive, pour dire qu'il y a eu l'étape du tourbillon de la guerre, il y a l'étape de la paix et de la reconstruction. Allons-y à la reconstruction du pays. On passe par l'étape du doute qu'on comprend, mais surtout, regardez-nous travailler, vous avez envie de le dire. Ok, vous parlez du fait d'action aujourd'hui, de l'ADN. Quels sont les moyens que vous vous donnez pour atteindre vos objectifs? Parce que déjà, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commencé cette vaste campagne de sensibilisation autour du pays, notamment votre ancien compagnon, Charles Blé Goudé, qui est dans cette... Donc, quels sont les moyens que vous vous donnez, la plus-value que vous apportez à tout cela? Parce qu'on sait que les gens se promènent pour parler de réconciliation. Comme on le dit dans notre jargon familial, que trop de viande dans la sauce ne gâte jamais le goût de cette sauce. Alors, mon aîné et prédécesseur, Charles Blé Goudé, engage une très belle tournée dans ce sens, mais venir lui emboîter le pas et puis faire pareil, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on dira que c'est un peu de trop. Ce n'est pas de trop. On a été des acteurs durant beaucoup d'années ici en Côte d'Ivoire, depuis l'université jusqu'à la vie active. Et notre mot compte beaucoup. Et ce qu'on dit compte beaucoup. Et il est bon de faire connaître et savoir aux Ivoiriens qu'il y a un changement de paradigme. Il y a une nouvelle façon de voir la chose politique en Côte d'Ivoire. Okay. Alors, pardonnez-moi tous les trois, hein, je vous donne la parole à Élisée et à Isabelle. Par contre, je vais renchérir sur la question de Daouda. Est-ce que vous pensez que des gens qui avaient des habitudes depuis 40, 50, 60 ans, qui ont même eu des habitudes, qui ont eu la peau dure, très très dure pendant la période que vous avez évoquée ici, est-ce que vous pensez que simplement une tournée de sensibilisation, pour leur parler de paix et de réconciliation, vous pensez que ça peut faire changer les choses? Il y a vraiment deux
catégories de personnes qu'il faut prendre en compte. Et il y en a d'autres qui étaient, certains qui étaient simplement des militants, qui, eux, rêvaient à un idéal. Il faut les atteindre, ceux-là. Il y en a d'autres, par contre, qui, eux, étaient les détenteurs du pouvoir, qui jouissaient des avantages du pouvoir. Et ceux-là, ce n'est pas des simples discours qui viendront changer leur compréhension, leur conception de la chose. On peut pas, quand on perd le pouvoir, vous voyez, il y a deux types d'opposants. Il y a des opposants qui n'ont jamais goûté aux délices du pouvoir. Ceux-là, ils ont une manière de se comporter quand ils sont opposants. Et il y a des opposants qui, eux, ont goûté aux délices du pouvoir et qui l'ont perdu. Oui, mais M. Kofi. Et leur comportement n'est pas forcément le même que ces opposants qui n'ont jamais goûté aux délices du pouvoir. Quel est le Donc, contenu de on vos veut dire, activités? nos activités, on veut dire, je vais terminer, on veut dire simplement que nous ne comptons pas ramasser tous les Ivoiriens ou bien tout un bord, mais on compte expliquer notre vision aux Ivoiriens. Et c'est sûr que les Ivoiriens qui sont friands, amoureux de leur pays, qui sont amoureux de la paix, qui est leur seconde religion, ça, on a été éduqués à ça, comprendront le bien fondé de nos actions. Alors les moyens que nous nous donnons, c'est les tournées de sensibilisation, des campagnes de sensibilisation, des meetings, des sorties publiques, pour expliquer aux Ivoiriens qu'il y a un changement de paradigme. J'ai Isabelle et pardonnez-moi, Elisa sera juste vous après. Est-ce que vous avez des partenaires étatiques pour vous accompagner dans cette mission? Oh, c'est sûr que si nos actions sont menées dans le sens de réconsolider la paix sociale, d'accompagner la Côte d'Ivoire vers les chantiers du pardon, de la cohésion sociale, de la réconciliation, les dirigeants ne nous bouderont pas. Ce n'est pas non plus sur eux qu'on compte pour lancer notre machine. Élisée? Ouais. Moi, je sais que pour soigner un mal, il faut bien faire un diagnostic. Parce qu'un diagnostic mal posé, certainement que le remède ne sera pas le bon. Vous qui dites que vous êtes parti du pays, on a vu toute la crise. Est-ce que vous êtes assis pour faire un diagnostic de ce qui a été à la base de cette crise? Si tant est que vous avez fait ce diagnostic, c'est lequel? Et quel est le remède que vous voulez apporter? Ben, écoutez, comme je dis, il y avait des personnes qui géraient le pays. Nous n'étions pas à la gestion des affaires courantes du pays quand nous étions là. Mais la crise ivoirienne a impliqué plusieurs couches sociales, notamment la jeunesse, les femmes et puis les hommes. Alors nous, en tant que jeunesse, nous nous sommes impliqués, nous nous sommes invités dans cette crise. Et le diagnostic que nous avons fait à notre niveau, c'est celui de savoir qu'on ne détruit pas son pays. Parce qu'il n'y aura pas un autre pays qui va t'aimer plus que ton propre pays après notre séjour à l'extérieur. Alors, c'est ce qui nous motive, plus que jamais, à faire la promotion des valeurs de notre pays et de la cohésion sociale, du vivre ensemble et en harmonie et en paix. Excuse-moi, mais je le bilan que vous demandez, qui a été fait, mais ça là, c'est plus aux hommes politiques qui géraient le pays. Est-ce que le bilan a été fait? Est-ce que tout... Nous, à notre niveau, Monsieur Kofi, peut-être que vous n'avez pas bien compris ce que je disais. Je veux dire que vous avez fait un diagnostic. Oui. Par exemple, la crise qu'on a vécue. Oui. Qu'est-ce qui a été à la base de la crise? C'est le diagnostic. Oui. Voilà ce qui a été fait, qui a conduit à la crise. Oui. On établit ce diagnostic. Maintenant, comment on fait pour ne plus qu'on revienne dans ces choses? Là, c'est le remède qu'on tente d'apporter. C'est ce que je vous demande justement. Au travers de votre mouvement, c'est tout. Le diagnostic qui est fait, c'est que la crise ivoirienne, comme on le disait, si tu dis que tu l'as bien compris, c'est qu'on te l'a mal expliqué. Parce que c'était une crise qui avait des revers assez vicieux. Il y avait des crises de personnes, des crises d'alliances sordides, des crises une crise qui est née de toutes c'est une crise qui avait plusieurs facettes. Si bien que t'expliquer bien la crise, tu ne la comprendras jamais. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails de voici ce qui a provoqué la crise, voici ce qui n'a pas provoqué. Mais je dis que à la base de la crise ivoirienne, il y a aussi des problèmes de personnes, il y avait eu des problèmes de ressentiment, il y avait eu des problèmes d'injustice, il y avait eu des problèmes d'abus, il y avait plusieurs problèmes. Mais vous proposez des remèdes à ça, il faut qu'on Alors, corrige ça. les remèdes qu'on propose aujourd'hui, c'est ça. C'est pour ça que nous mettons en place l'Ivoirien nouveau. L'Ivoirien qui comprend. C'est qui l'Ivoirien nouveau, en fait? C'est l'Ivoirien qui comprend qu'au sortir d'une élection, ton candidat qui a perdu l'élection peut appeler votre adversaire qui a gagné l'élection et puis le féliciter. Et puis le ciel ne tombera pas sur la Côte d'Ivoire. L'Ivoirien nouveau, c'est celui qui comprend que pour être admis peut-être à des concours, il ne faut pas être militant d'un parti politique. Il faut être
cet Ivoirien-là qui est méritant, qui est excellent et qui est brillant. C'est ça l'Ivoirien nouveau dont nous sommes en train de faire la promotion. L'Ivoirien nouveau, ce n'est pas celui qui pense forcément que c'est les autres qui doivent tout bien faire. Il doit savoir que lui aussi, il a quelque chose à faire bien pour son pays. C'est ça l'Ivoirien nouveau. Ouais. En filigrane, voici quelques éléments que je donne. Surtout l'Ivoirien nouveau, c'est celui qui comprend que lorsqu'une usine est en feu, on ne vole pas les matelas pour les envoyer. Ouais. C'est aussi ça l'Ivoirien nouveau. Et là, je vous soutiens. Merci beaucoup, Brice. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, vous parlez de dérives au niveau du langage dans la sphère politique. Oui. Et quand on sait que nous sommes dans un pays où on sait que le poisson pourrit par la tête, oui. Vous voulez changer ces propos très enflammés. Oui. Mais quelle analyse vous faites de la dérive langagière qu'il y a entre nos différents partis politiques aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Quelle analyse le président de l'ADN fait de cela? Ben, écoutez, quand au sommet, les dirigeants du pays se lancent des pics et des discours enflammés, c'est sûr que c'est sur une certaine jeunesse militante qu'on compte pour peut-être venir accompagner le feu qu'on veut mettre aux poudres. C'est ça. Alors, si cette jeunesse, elle est consciente qu'aujourd'hui, on n'est plus des chairs à canon qui allons descendre dans la rue pour pouvoir soutenir des actions politiques et en guise d'une quelconque récompense en cas de victoire, et que cette jeunesse sait que c'est par son mérite, elle peut s'insérer socialement, et que cette jeunesse sait que sa vie est plus utile dans l'apprentissage et la connaissance, en lieu d'être manipulée, les discours enflammés de nos aînés prendront fin. Est-ce que vous pensez que vous avez été manipulé dans les années 2010? Parce qu'en son temps, vous avez créé le crack. Oui. Est-ce que vous avez été manipulé durant cette crise-là, à ce moment-là? Et là, c'était ma compréhension des choses à cette époque. Nous étions dans une période de guerre où chacun doit jouer son rôle pour ramener la paix. C'était un combat pour la paix, en réalité. Chacun doit jouer son rôle pour ramener la paix. Et cette époque-là, et cet environnement de cette époque était favorable à ça. La guerre est terminée. Nous sommes dans une autre phase de reconstruction. Allons-nous encore bander les muscles pour aller reconstruire le pays? Non, c'est avec la partie grise qu'on reconstruit le pays. Pour revenir à ça, donc vous voulez créer cet Ivoirien nouveau, mais ça passe aussi par la base. Oui. Et quand on parle de base, on parle des jeunes, on parle des étudiants, on parle des élèves. Exactement. Et on constate malheureusement que la jeunesse, l'école est gangrénée aussi par la violence. On a eu le cas des congés anticipés, des cas également de violence dans les écoles, les universités. Alors vous, quel est votre remède pour, on va dire, assainir aussi cet environnement et faire de telle sorte que cet Ivoirien nouveau commence par la base? Quelles sont les actions concrètes que vous comptez mener au cours de l'année 2023 pour qu'en fin d'année, en décembre, quand on va vous recevoir ici, vous ayez un bilan réluisant avec des solutions qui ont été apportées? Merci. Je remercie au passage pour cette question le secrétaire général actuel de la FECI, le général Alain Sinclair, dit Makelele, qui a battu un travail énorme dans ce sens. De grandes campagnes sont effectuées dans les écoles à la veille des fêtes de Noël, de Pâques, et même à la veille de certaines fêtes, pour sensibiliser les élèves sur la nécessité de ne pas anticiper les congés et même sur les valeurs du respect du maître. J'ai vu cette campagne et je l'ai félicité à cet effet. Sensibiliser l'élève sur la valeur du respect du maître. C'est quand l'élève respecte le maître qu'il crée les conditions psychologiques nécessaires pour accepter le savoir que le maître lui dispense. Et j'ai félicité le secrétaire général de la FECI à cet effet. Mais nous, de notre côté... Vous auriez dû également féliciter le ministère parce que le ministère aussi a fait des campagnes. Le ministère, bien entendu. Donc on y est. Voilà. Et voilà, je félicite même la ministre Mariétou Koulibaly et Marie Koné, au passage, pour le grand travail aussi qu'elle a dans ce sens. Là, vous avez équilibré. Ramener nos jeunes frères, nos enfants à l'école. Et nous, au niveau de l'ADN, et c'est un pan de notre action, nous irons en campagne pour faire la promotion du civisme auprès des plus jeunes. Les valeurs du civisme. Ça fait partie de notre programme d'action. Les valeurs du civisme, rappeler à ces jeunes que ce n'est pas l'excellence, que dans la nouvelle Côte d'Ivoire, chacun va s'insérer et chacun se fera à la place. Et que les récompenses administratives, les récompenses professionnelles ne se feront plus sur la base d'un militantisme politique, plutôt sur la base du mérite et de l'excellence. Isabelle? Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez, en tout cas que vous avez des ambitions politiques. Quelles sont vos ambitions politiques? Est-ce qu'on va voir le mouvement ADN devenir un parti politique ou s'allier en fait à un parti politique?
Pour l'instant, l'ADN est un mouvement citoyen et qui se réserve cependant. Ce n'est pas une ONG, un mouvement. Non, c'est un mouvement citoyen. OK. Si vous voulez un mouvement politique citoyen. On va vers la politique maintenant. C'était le but de la question. C'est un mouvement citoyen, mais qui se réserve le droit de se prononcer sur toutes les questions politiques d'intérêt national ou international, qui ont un lien direct ou indirect avec les intérêts de la Côte d'Ivoire. C'est ça l'ADN. Alors, je m'empruntais à dire tout à l'heure, vous ne faites pas que parler de politique, vous ne faites pas parler de la société. Vous parlez comme de la société, vous proposez même des solutions de politique de développement. Exact. Est-ce qu'on en parle un tout petit peu? Mais oui, c'est pour ça que justement, nous allons vers une candidature pour le Conseil régional de Haut-Sassandra parce que nous avons un plan de développement pour la Côte d'Ivoire et notamment pour notre région, moi en tant que président. Et le développement passe par... C'est plusieurs concepts qui sont résumés dans le thème développement. Et je parle des capitaux, les ressources humaines. Il y a les capitaux, il y a les ressources, il y a les capitaux financiers, il y a les capitaux humains. Et c'est tous ces capitaux-là, quand ils sont bien exploités, on parle de croissance, on parle de développement. Vous voyez un peu, ce qui fonde plus que jamais dans l'essence de l'ADN, c'est justement c'est cette façon erronée de comprendre la politique en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons des collectivités décentralisées, comme les conseils régionaux, les municipalités, les conseils régionaux surtout. Et ces collectivités reçoivent des subventions de l'État. L'État, c'est juste des subventions qu'elle apporte aux collectivités. Mais en décentralisant le pouvoir de l'État, et quand l'État remet une partie de ses pouvoirs aux mains de certaines collectivités, c'est pour les engager à la recherche de certains financements pour la réalisation de son programme national de développement. Mais quand ces collectivités attendent que l'État vienne donner des subventions qui ne suffisent même pas parce que 80% des subventions données par l'État servent au fonctionnement interne de la collectivité. Paiement des salaires, paiement de certaines... et puis 20% pour l'investissement. Très bien. Mais avec 20% pour l'investissement, comment on peut atteindre les projets de développement en cours? Nous sommes candidats justement dans le Haut-Sassandra. Et vous parlerez de toutes ces questions. Serge Kofi, merci d'avoir été sur notre plateau. Je rappelle, vous êtes président de l'ADN. Madame Bleu vous a lancé une invitation pour dans quelques mois. Oui. On aura certainement l'occasion de faire un peu le point, avant même le bilan, le point des actions que vous avez déjà engagées, que vous avez menées. Et puis, sait-on jamais, plus loin, le bilan de ces différentes actions. Merci d'avoir été sur notre plateau. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Bon vent pour votre mouvement. Merci beaucoup. Et nous, on profitera de l'occasion aussi en fin d'émission pour souhaiter, en tout cas pour dire bon courage à notre frère Alain Toussaint qui traverse en ce moment des moments difficiles. Allez, mon grando, toute l'équipe sur le plateau et même derrière la caméra, tout le monde te dit bon courage. Beaucoup de courage en tout cas. Beaucoup de courage dans cette épreuve et puis on espère te retrouver très très bientôt, plus fort que jamais. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Demain, on vous retrouve sur ce plateau pour un autre numéro du Grand Talk. Merci, Monsieur Kofi. Merci Isabelle, merci tout le monde.